L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation, diffusé aussi sur TV78. Mon invité ce soir pour l'épisode 206 est Ghislaine Senet. L'hebdo politique. Ghislaine Senet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du pôle écologiste à la région Île-de-France. Après 17 ans de carrière dans le marketing et la gestion de projets, vous êtes entrée en politique en 2008. Vous êtes devenue alors maire de votre village d'Évêquemont, dans les Yvelines. Vous avez ensuite rejoint Europe Écologie Les Verts en 2009. Élue ensuite en 2010 conseillère régionale, vous avez été réélue à ce poste récemment, en 2020, via la liste d'Union de la Gauche, menée par Julien Bayou. Vous êtes désormais la présidente du pôle écologiste à la région Île-de-France. Pourquoi est-ce que vous aviez décidé en 2009 de rejoindre le parti Europe Écologie Les Verts ? Alors c'est une longue histoire, mais en fait en 2008 j'ai été élue maire d'une petite commune, vous l'avez cité, Évêquemont, sans aucune expérience en fait. Ça avait été vraiment une envie de faire bouger les choses et en tout cas de m'engager. Et à l'époque il y avait un grand projet inutile dans les Yvelines qui était le circuit de F1 à Flins. Circuit de course automobile, et en fait je m'étais immédiatement engagée contre, et du coup les écologistes sont venus me voir, on a discuté, et voilà, c'est au travers de cet échange que j'ai décidé de les rejoindre. J'avais besoin, et il faut le dire, les partis politiques on les critique beaucoup, mais moi n'ayant pas d'expérience et étant élue maire, j'avais besoin d'accompagnement, de formation. Et j'ai trouvé vraiment le parti dans lequel j'ai pu m'épanouir. Vous vous sentiez le mieux. En 2017, pour les présidentielles, Yannick Jadot était le candidat des Verts. Il s'était rangé derrière Benoît Hamon. Depuis, EELV a profité de l'affaiblissement du Parti socialiste, 13% aux européennes en 2019, la conquête de grandes villes aux municipales en 2020, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, entre autres. Puis enfin les régionales, avec quelques coalitions victorieuses. Vous qui êtes dans ce parti depuis 2019, vous sentez une réelle dynamique ces dernières années ? Depuis 2009, oui, il y a une vraie dynamique, et je ne sais pas si on profite de l'affaiblissement du PS, plus que finalement nous sommes vraiment sur les sujets qui intéressent les Françaises et les Français. Enfin, on voit bien que la question du réchauffement climatique, la question environnementale, la question de la biodiversité sont des sujets qui inquiètent les Françaises et les Français, et je crois que c'est surtout ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette dynamique-là. L'écologie, vous l'avez dit, est devenue un thème majeur dans le débat politique ces dernières années. Beaucoup se revendiquent écologistes, même à droite. Est-ce que l'écologie et les valeurs de droite sont-elles compatibles aussi ? Moi, je crois que le libéralisme, la concurrence à tu-vas, la recherche de la productivité, de la compétitivité, à un moment donné, pose problème. C'est-à-dire qu'on sait que la Terre a des limites. Si la droite avait une capacité réellement à régler les problématiques environnementales, aujourd'hui, je pense que nous n'en serions pas là. On voit bien, enfin moi je le vis tous les jours à la région Île-de-France, Valérie Pécresse effectivement tient un discours très écolo, en tout cas montre une volonté d'eux, mais dans les faits, quand on regarde les politiques qu'elle met en place à la région Île-de-France, en fait, si elle va effectivement porter quelques actions sur la question, par exemple, d'ouverture, de rachat d'espaces naturels, eh bien en fait, dans les faits, elle continue en fait à développer un modèle qui tourne autour des énergies fossiles, qui tourne autour du réchauffement climatique, et on est bien loin des politiques publiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour régler la question du réchauffement climatique. Pour choisir votre candidat, Europe Écologie Les Verts a choisi de lancer la primaire écologiste, ouverte à tous. Cette dernière a réuni 106 000 votants au premier tour et 104 000 au second tour. C'est un chiffre qui vous satisfait ? À l'échelle de la population française, je ne peux pas dire que ce soit extraordinaire. Ceci dit, moi je suis très fière du processus que nous avons porté. C'est vraiment un processus démocratique. On va être quasiment le seul parti à faire réellement une primaire, c'est-à-dire laisser le choix à l'ensemble des Françaises et des Français de pouvoir faire le choix d'un candidat pour l'écologie.
au regard des chiffres et des militants à Europe Écologie Les Verts et du pôle écologiste, puisque nous avons rassemblé un certain nombre de partis, le résultat est pas si mauvais. On a senti quand même que quelque chose se produisait, mais c'est vrai que le temps politique, la façon dont aujourd'hui les présidentielles, qui sont quand même dans 6 mois, alors qu'il y a très très peu finalement de candidats définitifs, je dirais, déclarés, en fait, il était difficile de mobiliser à ce moment de la campagne. Or, il me semblait que nous étions, nous, dans le bon timing, et moi j'ai l'impression que ce sont les autres partis politiques qui sont vraiment très en retard, très en deçà, et je ne vois pas comment ils vont pouvoir vraiment élaborer, co-construire en fait leur projet. Et c'est une vraie inquiétude en fait. On sent bien que les Françaises et les Français en fait ils ont marre de parler des élections. On a l'impression qu'il n'y a que ça. Or, c'est quand même de leur avenir dont on parle dans ces présidentielles. Qu'avez-vous pensé des débats organisés lors de cette primaire écologiste? Plusieurs visions du pôle écologiste ont pu s'exprimer. Qu'avez-vous retenu de ces échanges? Mais moi, ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est que les 5 candidats qui étaient présents défendaient un programme commun. C'est-à-dire que nous avons vraiment, alors beaucoup de débats, d'ailleurs on nous a beaucoup critiqués en disant voilà, parti immature, toujours en train de... Mais en fait, on a vraiment un socle commun très très fort. Et que ce soit, en l'occurrence, on l'a vu, avec EELV, mais également avec Génération Écologie, par exemple, avec Delphine Batho. Il y a vraiment quelque chose qui nous rassemble. Et donc moi, ce que je trouvais intéressant, c'est finalement de voir que derrière des personnalités, en fait, des façons de faire de la politique, des façons de voir les choses, eh bien, en fait, on voyait bien que ce programme se déclinait de manière différente, avec des priorités, ou voilà, en tout cas, exprimées de manière différente. C'est cela. Et moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant, en fait. Yannick Jadot a ensuite été désigné candidat, ancien militant de Greenpeace et membre d'Europe Écologie Les Verts depuis 1999. Il a le meilleur profil pour mener cette campagne? Moi, je pense que oui, il a le profil pour mener cette campagne, parce que c'est un député européen, ça fait 3 mandats qu'il est là-bas, c'est quelqu'un qui sait négocier, qui sait trouver les consensus. Et nous, on sait, chez les écologistes, qu'il y a une urgence, donc on a une forme de volonté de radicalité, mais on sait que la radicalité, depuis que l'on défend l'écologie, on sait que la radicalité, en fait, inquiète, fait peur. Les Françaises et les Français, mais comme beaucoup d'humains, n'aiment pas le changement. Et je pense que justement, c'est quelqu'un qui peut apaiser, qui peut convaincre, qui peut faire de la pédagogie et en tout cas, il dégage suffisamment de charisme pour qu'on puisse lui faire confiance. Et nous pensons que c'est vraiment le moment, en fait. C'est le moment de l'écologie. On a des générations futures, là, c'est plus possible, quoi. On ne peut pas continuer à aller dans le mur comme ça. Et je pense que oui, c'est finalement le meilleur des candidats que nous avions. Au second tour, Yannick Jadot était opposé à Sandrine Rousseau. Elle s'est révélée aux yeux du grand public lors de cette primaire. Elle incarne une ligne beaucoup plus radicale que M. Jadot. Qu'avez-vous pensé de sa candidature et de sa radicalité? Moi je l'ai vraiment découverte, mais c'est intéressant parce que notre parti est composé de justement ces 2 composantes-là. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des discussions sur il y a une urgence climatique et environnementale et sociale, il faut absolument que maintenant nous puissions agir. Et de l'autre côté, nous avons toujours eu aussi une volonté d'être un parti de gouvernement, de prendre le pouvoir pour pouvoir porter les politiques publiques qui sont urgentes à mettre en œuvre. Et du coup, moi, je trouvais ça très, très, très intéressant. Moi, j'ai découvert Sandrine, que je ne connaissais pas beaucoup. J'ai trouvé qu'elle disait des choses justes, des choses que nous portons dans ce parti. Et donc, je suis très contente de la collaboration qui est en train de se mettre en place pour justement faire en sorte que ce soit l'écologie politique qui puisse enfin être majoritaire dans ce pays. Alors pour gouverner, justement, puisque vous en parlez, vous avez déjà 15 propositions sur la table pour 2022, pour, je cite, une république écologique et sociale.
Et selon vous, donc, pour commencer, l'écologie passera par l'investissement. Le président de la République, Emmanuel Macron, a planifié un plan d'investissement de 30 milliards qui s'étalera jusqu'en 2030. Vous proposez, avec Europe Écologie Les Verts, d'investir 20 milliards par an dans l'innovation et dans l'écologie. Alors, dans quel domaine faut-il investir pour l'avenir aujourd'hui ? Il y a les 20 milliards, en fait, sont là pour réellement travailler sur les deux secteurs, en fait, qui dégagent le plus de CO2, à savoir la rénovation thermique des bâtiments, le bâti, donc la rénovation thermique du bâtiment, et en faisant la rénovation réellement de masse du bâti, ça a aussi un impact social très fort, puisque ça aide à soulager la facture énergétique. Ça règle la question du CO2 et ça règle également la diminution de l'usage des énergies fossiles. Et puis l'autre point qui est aujourd'hui important, c'est le transport. C'est la voiture diesel, c'est ce transport individuel qu'on a aujourd'hui complètement développé en France. Je passais là 3 jours à la campagne dans le Berry. Et je regardais toutes ces maisons maintenant rénovées qui étaient en fait d'anciennes gares. En fait, on avait un maillage en France de gares juste incroyable. Et la voiture individuelle a supprimé ces petites lignes de train, tout comme a supprimé le tramway, que nous sommes en train aujourd'hui de reconstruire. Et en fait, il faut aujourd'hui qu'on arrive à trouver une mobilité qui soit partagée et qui ne soit plus derrière la voiture individuelle. Et donc c'est vraiment à notre avis, les deux secteurs sur lesquels il faut en priorité, et donc vraiment mettre les moyens. 20 milliards, c'est pas rien, mais mettre les moyens pour pouvoir justement faire en sorte de lutter de manière très urgente contre le réchauffement climatique. Les investissements, ça passe par des aides publiques aussi, que vous déciderez de les conditionner pour les entreprises. Il faudra que ces dernières respectent des règles en matière de climat, de protection de l'environnement. Alors comment est-ce que ça pourra s'appliquer ? C'est la critérisation. Moi, je le défends régulièrement à la région Île-de-France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrose des entreprises. Et quand je dis on arrose, c'est parce que c'est des entreprises qui ne sont pas en difficulté. C'est vraiment des entreprises, de très grandes entreprises que l'on aide. Or, par exemple, on a donné récemment 1 million à l'entreprise Renault. C'est en quoi je pense qu'effectivement la construction mobile, on doit travailler à sa transition, ce qui ne me pose pas de souci. Sauf qu'il y a aucun critère, aucun échange. On leur demande pas, par exemple, de s'assurer que si on donne de l'argent, il n'y aura pas de licenciement, il n'y aura pas de délocalisation. Ça, c'est typiquement quelque chose qui nous semble, nous indispensable. Tout comme l'innovation, la recherche, on doit s'assurer que nous soyons bien sur de l'innovation qui ne va pas taper sur les terres rares, une fois pour toutes, qui ne va pas engendrer, en fait, des dysfonctionnements plus graves pour la planète. Et donc on a besoin aujourd'hui de s'assurer que le développement économique puisse se faire dans le respect des enjeux climatiques et sociaux. Autre mesure que vous prendriez si Europe Écologie Les Verts arriverait au pouvoir, c'est la 100% d'aliments bio dans les cantines et dans les établissements publics. Alors comment est-ce que vous comptez mener cette transition alimentaire ? Cette transition, elle ne peut se faire bien évidemment qu'avec les agriculteurs. Aujourd'hui, l'on sait bien qu'ils sont enfermés dans un modèle qui n'est pas bon pour eux. Enfin, on voit bien dans quel état aujourd'hui est l'agriculture. Ce qui veut dire qu'il faut réellement accompagner cette transition. On pense que 30% des montants de la PAC doivent œuvrer à cette transition de la PAC agricole commune européenne, et donc de pouvoir réellement engager ces actions et faire en sorte que la production soit pour la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que aujourd'hui nous avons une grande partie de notre production qui part à l'export. Or on voit bien typiquement, enfin vous avez vu, la baguette augmente. La baguette augmente parce qu'il y a des défauts de farine, mais en fait on est l'un des plus grands producteurs de blé. Enfin il n'y a pas de raison
raison qu'en France, on soit obligé de payer plus cher la farine alors qu'on produit localement de quoi faire. C'est donc on a aujourd'hui une urgence à faire en sorte que l'agriculture en France soit en priorité pour de proximité locale, et puis faire en sorte surtout qu'on diminue totalement et on supprime l'usage des produits phytosanitaires pour pouvoir faire effectivement du 100% bio et pouvoir du coup alimenter nos cantines publiques dans les écoles, dans les hôpitaux et les maisons de retraite et tous ces endroits. Toujours dans l'agriculture, vous souhaitez interdire purement l'élevage en cage. Pour quelle raison ? Mais tout simplement pour des questions de bien-être animal. Enfin, on voit bien, on a vu des images et d'ailleurs les Françaises et les Français ont découvert dans quelles conditions sont élevés une grande majorité des animaux que nous mangeons, et que donc il faut absolument que l'on arrête ça. Là encore, enfin, c'est pas. Alors on pourra toujours dire que les écolos veulent revenir au Moyen Âge ou à l'âge de pierre ou se comporter comme des Amish, mais on voit bien que c'est absolument pas acceptable. On peut pas élever une poule dans une cage où elle peut même pas se retourner. On peut pas faire ça avec un cochon. Enfin, c'est terrible en fait. Enfin, on se retrouve finalement, à réaliser que l'homme, n'a pas beaucoup respecté les êtres vivants sur cette planète, et je crois qu'on aura toutes et tous à gagner à faire en sorte qu'on puisse effectivement continuer à faire de l'élevage pour nous nourrir, parce que nous sommes omnivores. Enfin, moi, je continue à penser que la polyculture, l'élevage a toute sa place en France, mais pas dans n'importe quelles conditions, et pas encore pour pouvoir exporter à tout va, alors que finalement on pourrait très bien avoir un élevage traité humainement. Sur la question de la maltraitance animale, l'Assemblée nationale a récemment voté une loi qui interdit la présence d'animaux sauvages dans les cirques. Elle interdit également l'exploitation des dauphins et des orques dans les delphinariums. Et enfin, il ne sera plus possible d'élever des visons pour leur fourrure. C'est une loi d'une grande importance pour la cause animale, ou est-ce qu'elle ne va pas encore assez loin ? Non, elle va pas assez loin, parce que justement, on parle pas du tout de l'élevage intensif, et c'est ce qui pose problème. Après, c'est déjà un pas. Enfin, nous c'est vraiment des combats là que nous menons depuis des années et des années. Donc on va pas se plaindre. Enfin, je pense qu'il faut pas systématiquement tout critiquer, mais c'est vrai qu'on a ce sentiment systématique d'être dans le petit pas, de pouvoir faire en sorte que personne ne soit fâché, que donc on y va très progressivement. Mais en fait, je crois qu'une loi devrait en tout cas porter les objectifs finaux, c'est-à-dire qu'elle devrait porter un cadre, et ensuite que l'on puisse mettre en place un calendrier. Et la question de l'élevage intensif aurait dû apparaître dans cette loi. Parmi les 15 propositions pour une république écologique et sociale, vous promettez aussi la zéro artificialisation des sols. C'était la revendication des manifestants des Marches des Terres qui ont eu lieu les 9 et 10 octobre dernier, contre des projets comme à Grignon, comme à Saclay. Alors pourquoi est-ce que vous êtes contre ces nouveaux projets ? Ah, mais tout simplement parce que en fait, ils n'ont pas lieu d'être. En fait, on fait croire aux Franciliennes et aux Franciliens que ce sont des projets utiles. Gonesse, il y avait donc ce projet Europa City qui maintenant a été effectivement bloqué, qui était le méga centre commercial avec piste de ski, le loisir, etc. En nous faisant croire que ça allait créer de l'emploi pour les personnes qui habitent autour de Gonesse. Or, on sait que les grands centres commerciaux aujourd'hui détruisent plus d'emplois qu'ils n'en créent réellement. Et quant à l'impact climatique d'une piste de ski sous dôme, je pense que c'est pas la peine que je m'étale là-dessus. Grignon, c'est je trouve encore totalement scandaleux. On a un domaine, un patrimoine incroyable, vraiment, sur Grignon, qui n'est pas simplement du patrimoine historique, bâti, mais c'est aussi un patrimoine naturel qui est mondialement connu. Enfin, c'est vraiment le berceau de l'agronomie en France. Et le seul projet qu'a choisi l'État, soutenu par la région Île-de-France, au travers de SACEM, et
soutenu par le département, quoi qu'on en dise, le département des Yvelines, c'est de vendre du bâti pour aller faire du logement de défiscalisation. C'est-à-dire qu'on va vendre des beaux apparts qui sont situés dans un magnifique cadre pour pouvoir faire de la défiscalisation. Point. Et face à ça, il y a un projet incroyable porté par les élèves, les anciens d'AgroParisTech, porté par l'INRA, qui vise réellement à créer un centre dédié à l'environnement, à l'alimentation, dans la continuité de ce qu'a toujours été ce site. Et donc, faisons preuve et à la fois d'intelligence collective, c'est-à-dire assurons-nous que les projets qui sont portés soient soutenus et par les élus locaux, et par les habitants, et par les usagers eux-mêmes de ce patrimoine, plutôt que d'aller chercher le promoteur immobilier qui, comme d'habitude, va profiter en fait de ce bâti pour faire de la spéculation foncière, faire du produit de défiscalisation et engranger des intérêts privés, alors qu'il y a vraiment un site remarquable. Et écoutons les élus locaux. Enfin, je crois que là, vraiment, sur Grignon en particulier, je crois que l'État a vraiment fait faillite. On voit bien que la concertation et la démocratie n'est manifestement pas un sujet pour eux. Pour le pouvoir d'achat, vous souhaitez mettre en place ce que l'on pourrait appeler une TVA écologique. Elle serait donc abaissée en fonction des produits et de leur impact sur leur environnement. Par exemple, pour les produits bio, vous mettriez la TVA à 0%. Absolument. En fait, on a la possibilité de pouvoir moduler une TVA en fonction de l'impact énergétique, climatique des produits. Ce qui permettrait de valoriser, en fait, les produits les plus vertueux. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on arrivera effectivement à atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. En fait, il faut accompagner. Vous savez, il y a les Françaises et les Français, en fait, sont les premiers à faire beaucoup d'efforts et font des gestes écologiques. Mais si l'État lui-même, si la puissance publique n'accompagne pas ces gestes, eh bien, en fait, on arrivera à rien. Et donc, je pense que cette question de TVA variable permettra d'accompagner en gardant en fait des ressources, permettra d'accompagner cette transition. Nous avons déjà reçu dans l'hebdo politique des membres du PS et de la LFI. Ils se sont montrés plutôt favorables à une union de la gauche pour les présidentielles. Vous, quelle est votre position ? Est-ce que c'est possible ? Là aujourd'hui, pour être tout à fait honnête et très sincère, je pense que ça va être très compliqué parce qu'on a des fortes personnalités, que ce soit Anne Hidalgo qui d'ailleurs a dit qu'elle refuserait de rejoindre Yannick Jadot et qu'elle continuerait la bataille, Jean-Luc Mélenchon qui veut aussi aller jusqu'au bout. Donc ce serait mentir de dire qu'aujourd'hui il est encore possible de pouvoir se rassembler. Nous on l'a fait au second tour des régionales. Au niveau local, ça fonctionne. C'est possible. Pas tant que ça. Au niveau national, non ? Pas tant que ça au niveau des régionales. Enfin, il faut se le dire. Sinon, si ça avait vraiment marché, aujourd'hui, on serait à la tête de la région et on pourrait. L'union a marché, mais le résultat, ça n'a pas convaincu les Franciliennes et les Franciliens. En fait, on voit bien que nous portons des valeurs de gauche. Ça, il y a aucun sujet là-dessus. Mais je crois que le projet que nous portons, chacun différemment, ne porte pas les mêmes priorités. Yannick Jadot a fait montre lors des dernières élections présidentielles d'une capacité à s'effacer pour que justement la gauche puisse remporter ces élections. Ça n'a pas fonctionné du tout. Nous, aujourd'hui, nous pensons que réellement, c'est l'écologie politique qui peut rassembler. Donc moi, je suis de celle qui dit que Yannick Jadot doit aussi aller jusqu'au bout. Nous, en nous effaçant la dernière fois, nous n'avons pas eu de parlementaires.
nous n'avons pas de parlementaires à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que nous ne pouvons même pas influer sur les lois, alors que nous sommes les écologistes et que nous avons vraiment le sentiment que c'est sur ces sujets que nous devons avancer. Eh bien, on veut pas revivre ça. On veut pas revivre ça. On comprend que les autres partis ne veulent pas non plus se retrouver démunis, ce qui nous semble légitime. Mais nous pensons réellement que nous sommes ceux qui sont le plus à même à porter les idées de l'écologie. Ça fait 40 ans que nous portons ces sujets. Ça fait 40 ans que nous savons exactement vers où il faut aller. Et je crois que, en tout cas, voilà, c'est en tout cas pas une seconde fois, nous ne laisserons pas passer ce tour parce qu'il y a urgence climatique. Question régionale pour finir cette émission sur le projet EOL qui doit prolonger le RER-E à l'ouest jusqu'à Mantes. Vous dénoncez, vous, le surcoût de ce projet et vous demandez des comptes à Valérie Pécresse. Absolument. Nous demandons des comptes. Donc il y a un dérapage de 1,7 milliard sur la mise en œuvre d'EOL. Nous avons appris il y a 3 jours que les RER NG, donc nouvelle génération, qui devaient doter cette ligne, devaient être prêts, bien évidemment, en l'occurrence pour 2023, ce sera pour 2025. Ceci dit, je pense qu'EOL, qui était prévu pour 2024, va prendre du retard parce que nous n'avons pas encore aujourd'hui les nouveaux financements. Nous avons demandé à ce qu'une mission d'information et d'évaluation soit mise en place. Valérie Pécresse va le mettre à l'ordre du jour du mois de novembre et j'espère qu'elle l'acceptera à ce que nous puissions avoir toutes les informations sur ce dérapage. 1,7 milliard, c'est pas rien, quoi. C'est pas normal qu'on soit aujourd'hui face à des grandes entreprises qui ne respectent pas leurs paroles. On fait des appels d'offres, des marchés, justement pour faire des choix d'entreprises. Et au final, on voit bien que lorsque nous sommes sur des très grands projets, eh bien, en fait, les entreprises n'arrivent pas à suivre. Alors, il y a eu le Covid, je n'ai pas de soucis. Voilà, on sait que du retard pouvait être pris, mais à ce stade, un tel dérapage n'est pas acceptable. Et donc, il faut savoir qui est responsable de ces dérapages et comment faire une bonne fois pour toutes pour arrêter et éviter à ce que ça puisse se reproduire. Merci beaucoup, Ghislaine Séné, d'être venue dans l'Hebdo Politique sur Radio Sensation. Je vous en prie, merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente du pôle écologiste à la région Île-de-France. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. En attendant, très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.